Tout a commencé par un mail. Un simple mail de la part de mon entreprise nous proposant de partir réaliser une mission en congé solidaire à l'autre bout du monde. Après quelques recherches, je tombe sur l'annonce d'une réserve située en Équateur à la recherche d'un volontaire pour les aider dans leur communication. Une candidature envoyée, un rendez-vous et une date fixée plus tard, je préparais mon sac à dos pour aller en direction de ce qui allait devenir, sans le savoir, l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Dès mon arrivée, je suis accueilli par deux membres de l'association Los Yaltes. Patricio, l'un des deux cofondateurs, et Gustavo, son cousin. Pas de temps à perdre. On monte directement dans la voiture, direction Los Yaltes, située à 5 heures de Quito. Sur le chemin, j'en prends plein la vue. Une diversité de paysages que je n'avais encore jamais vus de mes propres yeux, et un chemin devenant de plus en plus sinueux au fur et à mesure où l'on avançait vers notre destination. Une fois arrivés, nous sommes accueillis par Philippe, l'autre moitié du duo de cofondateurs, et son chien, Toby. C'est avec eux que je m'apprête à passer les 10 prochains jours dans une cabane au beau milieu de nulle part. Après je ne sais pas combien d'heures de route, et encore de la route, nous voici enfin arrivés à Los Yaltes. Nous voici. Le brouillard qui m'attendait, mais apparemment c'est tous les week-ends comme ça, enfin tous les après-midi pardon comme ça. Et le matin, super temps, donc hâte de voir ça demain. Et voilà. À Los Yaltes, on vit au rythme de la nature. Pas besoin de réveil, le soleil en fait son affaire. Cette nuit-là, la nuit fut particulièrement courte. Mais cette fois-ci, ce fut la faute d'un tremblement de terre. Une fois le petit déjeuner pris, nous partons en randonnée à la découverte de la réserve. Si cette randonnée est la dernière pour Patricio et Gustavo que je reverrai dans quelques jours, c'est également la première rencontre avec David et sa femme, les deux gardiens de la réserve. Ces derniers sont deux jeunes ayant grandi dans la communauté à 2 pas de la réserve. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils connaissent la forêt dans ses moindres recoins. L'occasion pour moi de prendre une nouvelle claque face à la variété de plantes présentes dans la réserve, qui peuvent également s'avérer être surprenantes. Et là, si tu as une blessure, tu passes le sang de cet arbre et ça cicatrise. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment au milieu de nulle part parce que regardez l'état des routes. Et là du coup, comme on peut le voir avec les traces, il y a vraiment des voitures qui passent. Donc nous c'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé par là. Et je pense que vous avez pu voir la galère que c'était. Heureusement qu'il y a un 4x4, mais sans 4x4 tu passes pas. Et là on a eu une grosse balade, on a vu plein de choses. Et c'est plutôt fou, on voit tout ce qu'il y a comme variété de plantes. Philippe me disait qu'il y avait 1500 espèces qui ont été recensées dans 1 hectare, espèces de plantes. C'est énorme. Et comme la forêt des nuages porte bien son nom, l'après-midi est réservé au bricolage pour certains, pendant que je commence à travailler sur la communication de la réserve. Les jours suivants, nous alternons entre travaux pour la cabane, travaux sur la communication et ouverture de chemins de randonnée. L'occasion une fois encore d'en prendre plein les yeux avec ces paysages à couper le souffle.
Malheureusement, c'est également à ce moment-là que j'ai réellement commencé à prendre conscience de l'impact de la déforestation aux alentours. Là, tu peux filmer la différence, tu vas voir. Avant, c'était que de la forêt. Que de la forêt ici. Propriétaire de culture et de vaches, il est en train de tout tailler. Et ça, c'est l'aloe, le fameux aloe qui permet, enfin, qui est une plante soi-disant écologique et de bien-être et qui fait du bien à la peau. Et pour faire ça, on déboise tout et on fait de la sabila, de l'aloe. On vient d'arriver à un endroit en fait où c'est vraiment la limite entre la réserve et les autres. Et on voit quand même que c'est assez frappant de voir que là derrière moi, je sais pas si vous pouvez voir, mais beaucoup de verdure, beaucoup de végétation. Donc c'est la réserve quoi. Et de l'autre côté, plus d'arbres, plus rien. Philippe m'a dit qu'il est arrivé il y a 4 ans et que c'était pas du tout comme ça avant. Il a vraiment tout coupé pour faire de l'agriculture et notamment de l'aloe vera là-bas. On peut voir que la terre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Et vous voyez pas forcément, mais ça se voit que c'est sec. Alors que quand même il y a de la pluie de partout quoi. David vient de me dire qu'en plus la récolte est mauvaise parce qu'il y a eu un champignon sur les grenadilles, ce que vous voyez là, et le campesino va jeter tout. On est en train de mettre le panneau, enfin de mettre le toit sur le panneau, et en fait à l'entrée de la réserve et même un peu partout dans la réserve, ça a beau être une réserve naturelle, il y a énormément de détritus de partout. Donc on a décidé de les ramasser. Et voilà. Ça se remplit bien, dis donc. Ciao. On est bon. J'aurais fait plus de sport que dans toute ma vie là. J'ai jamais autant sauté pour faire des trucs. Donc nous voilà de retour à la casa. Et on a, je pense, plus que ce qu'on aurait espéré. Et tout ça en l'espace de 5 minutes, 5-10 minutes max. Et le sac était vide à la base. Les jours se suivent à la réserve et on commence à perdre le fil du temps. Je commence à m'habituer à ce mode de vie simple où même les choses courantes comme faire les courses ont un fonctionnement bien différent des nôtres. Bon, là du coup on va voir une camionnette qui vient livrer des courses et on peut acheter directement, c'est une supérette en fait mobile. Si je ne me préoccupe pas de la date, le 10e jour est bel et bien là, ramenant avec lui les membres de l'association pour découvrir le fruit de notre travail. Nous retrouvons donc Patricio, et je découvre également les autres membres de l'association, à savoir Jasmine, Daniela, la fille de Patricio, et Giovanni, le dernier arrivant en date dans l'association. Si le temps est aux retrouvailles et aux festivités, je profite d'un moment de calme pour m'entretenir avec Philippe sur la genèse de Los Yaltes. En fait, ce projet de Los Yaltes, de la réserve de Los Yaltes, a ses racines finalement très très loin. Par ma formation, parce que je suis ethnologue, j'ai passé une longue période chez les Pygmées au Congo, en forêt. Et puis après, mon métier de réalisateur, de documentaire, m'a amené en Équateur, où j'ai fait la connaissance tout à fait d'une manière fortuite d'un Autrichien
qui s'appelait Dieter. Et cet homme est devenu très très vite un ami très 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 cher. Et finalement, il s'est attaché à ce pays et il a senti très tôt la nécessité de préserver cette nature extraordinaire. Et il y a une vingtaine d'années, il a acquis une grande propriété de forêt primaire qui à ce moment-là était d'une virginité totale. C'était une vallée qui était très très peu exploitée. Et Dieter, au fil des conversations, m'a raconté cette forêt et cette passion qu'il avait pour la forêt. Et cet homme est malheureusement décédé il y a 5 ans maintenant. Un an après, Patricio, son associé dans toutes ces entreprises, m'appelle et il me dit « Est-ce que tu veux acheter la forêt de Dieter ?» Et je lui dis « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une forêt ?» J'étais dans mon bureau, très très loin de tout ça. Je lui ai dit « Écoute Patricio, non, c'est un très beau projet, mais c'est quand même une folie. » Et le temps a passé. Et 6 mois plus tard, je le rappelle et je lui dis « Est-ce que tu as vendu le projet de la forêt de Dieter ?» Et il me dit « Non, parce qu'on ne veut pas le vendre à n'importe qui, on ne veut pas quelqu'un qui déforeste tout, qui va tailler tous les arbres. » Alors je lui dis « Écoute, j'ai quelques vacances, je viens en Équateur et puis j'ai envie de découvrir cet endroit que je ne connaissais pas en fait. » Et je suis allé en Équateur. Et au retour, j'ai acheté cette forêt, sans savoir ce que j'allais en faire, mais pour 3 raisons. La première raison, parce que c'était pour moi l'hérédité de Dieter, qui était resté un ami très cher, et de poursuivre son rêve de préserver cette forêt. La deuxième raison, c'est parce que je crois que dans la vie, on n'a pas une proposition comme ça. Et la troisième raison, c'était au carrefour de questions que je me posais dans ma vie et ça me permettait de recommencer une autre vie, une vie de plus, et voilà. Impossible de partir de la forêt des nuages sans dire au revoir une dernière fois. La balade se fera donc de nuit. Le lendemain, nous nous réveillons à l'aube pour partir au plus vite vers notre seconde destination, dans la communauté de San Clemente au sud d'Ibarra, chez Giovanni. Enfin, c'était sans compter quelques petits contretemps équatoriens. Philippe, tu peux me redire ce que t'as dit, s'il te plaît? Non, mais là, on est sur la route qui a été coupée pour positionner un tube pour évacuer l'eau. Et en fait, disons que la route mesure 5 mètres de large et ils ont prévu un tube de 2,50 mètres. Donc il en manque la moitié. Et donc ils vont reboucher et ça ne sert à rien parce qu'il manque l'autre tube. Et donc le tube qu'ils vont mettre en place va se boucher et ils vont devoir recreuser pour enlever tout et remettre 2 tubes. Mais on ne sait pas quand, parce qu'ils ne savent pas quand ils vont recevoir l'autre tube. Mais bon, une fois ce problème résolu, on reprend la route. Dentro de mi alma que me lastima es una espina, negro recuerdo de un mal amor. Après environ 1 heure de route, nous revoyons enfin des signes de vie. C'est le premier village que je vois depuis plus d'1 semaine. Sans le savoir, les murs et voitures de toutes les couleurs me donnaient déjà un avant-goût de ce que j'allais voir à San Clemente. On vient d'arriver à une communauté, c'est incroyable, c'est une autre communauté autosuffisante que Giovanni fait partie de Giovanni et du coup on va voir tout ça. À peine le temps de poser bagages dans cette magnifique maison que nous sommes accueillis à bras ouverts par la mère de Giovanni, Laura. On profite de cette fin de journée pour se reposer de cette grosse journée de transport en prévision de celle de demain. La journée commence sur les chapeaux de roue par une activité cuisine. Laura nous montre comment elle réalise les petits pains traditionnels consommés pendant le petit déjeuner.
S'ensuit ensuite une visite de la communauté animée par Giovanni, avant d'aller rejoindre son oncle, à 2 pas de chez lui, pour une explication des rituels incas, durant laquelle j'ai même eu l'occasion de participer. Ni une ni deux, j'enfile donc mes plus beaux habits pour un cours express d'une danse traditionnellement réalisée par la communauté pendant 1 semaine non-stop. Je vous laisse juger du résultat. À peine le temps de reprendre mon souffle que nous partons déjà pour la prochaine étape de cette journée. On est venu apporter des bananes à la grand-mère de Giovanni. Et elle habite dans cette maison mais sublime. C'est un mélange d'ancien et de nouveau. Tout est nickel. Et la communauté est remplie de ces maisons comme ça et c'est super beau. Vraiment. Un peu plus loin au fond du jardin, nous faisons la connaissance d'un autre des oncles de Giovanni, Raoul, accompagné de toute sa famille. Raoul est le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants. C'est donc lui qui s'occupe de sa mère, doyenne de la communauté, avec sa femme et son fils. Avec tout ce beau monde réuni au même endroit, c'est le moment idéal pour nous d'en découvrir encore un peu plus sur l'histoire de cette communauté ethnique si particulière. À l'aide d'un livre retraçant toute leur histoire et grâce au témoignage de la grand-mère, nous apprenons que tout n'a pas toujours été aussi rose dans la communauté. Et c'est à force d'un travail collectif et de persévérance qu'il y a plus d'une centaine d'années, les membres de la communauté ont pu obtenir la propriété des terres de la réserve, lui permettant ainsi de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. On sort de chez la grand-mère de Giovanni. C'était un moment ultra fort, incroyable. Elle nous a raconté du coup, elle et son fils, un peu l'histoire de la réserve et un peu l'histoire de sa famille. Sa famille est énorme. Ils sont 100 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et justement, cette communauté, elle vit grâce à ça et c'était vraiment très très fort à partager. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots et non, c'était incroyable. C'est déjà le moment des au revoir à la communauté de San Clemente, mais la route est longue pour rejoindre notre prochaine et dernière étape du voyage. Sur notre route, nous rejoignons Gustavo, chez qui nous passerons les 2 dernières années du voyage au pied des montagnes du Paramo. On est arrivé, sain et sauf. On arrive au milieu du monde, de nulle part. Je profite un peu de m'isoler pour faire un petit débrief de la journée qui était une journée incroyable. On a fait plein de choses. On a rencontré toute sa famille. On est allé voir du coup sa grand-mère, qui est une femme incroyable, qui a vécu des choses ultra dures dans sa vie. Elle nous a un peu raconté. Très content d'avoir pu voir cet aspect aussi de l'Équateur qui est différent de celui que j'ai vu jusqu'à présent avec la réserve de Los Yaltes qui est aussi très intéressante. Et là c'est totalement autre chose. Et du coup après on est parti et là on a vu des paysages à couper le souffle. C'est vraiment une super journée et j'ai hâte de voir ce que demain réserve parce que je pense que ça promet beaucoup de choses. Ça y est, on est bien arrivé au pied du Camino del Inca. C'est l'endroit où on va faire notre randonnée. On est à plus de 3500 mètres d'altitude. L'air se fait un peu rare. Du coup, c'est un peu dur à respirer. Ça en plus que, bon, niveau conditions physiques, on repassera. Mais ça se sent quand même. Hein. Ça se sent pas mal.
Allez. Con casco y todo. Là, on arrive à quasiment 4000, 3008 là. Et en fait, la forêt des nuages se transforme en une forêt de páramo, c'est une forêt de plateau andin en fait, qui culmine à 4000 et voire plus 5000. Et là, on retrouve la même forêt, mais complètement plus serrée et plus basse. Les arbres mesurent pas plus de 3 mètres de haut. Et surtout, c'est plus serré et c'est pratiquement impénétrable. Et c'est le refuge des ours, des pumas, des tapirs. Quelques photos et un sandwich plus tard, nous repartons déjà au pied de la montagne, en direction de la forêt de Gustavo. Allez, c'est reparti pour un tour. Par contre, le chemin, je sais pas si c'est parce que c'est plus facile ou pas, je le trouve vachement plus beau dans ce sens-là. À peine arrivé devant la forêt, que les dégâts de la déforestation se font déjà ressentir. Bon, du coup, là maintenant, après cette petite rando, on vient voir un peu l'état de la forêt et des montagnes, et on voit quand même que là, ces derniers temps, tout a été déforesté, et justement, Gustavo expliquait que même il grattait un peu sur son terrain. Et là, ce qui est ici, ça a été fait il y a 2 mois. Voilà. Donc du coup, Gustavo et Patricio essayent de voir avec la mairie, etc. Mais pour l'instant, ça donne pas suite, quoi. En fait, le problème, c'est que tout le monde, quand le gouvernement envoie des émissaires du ministère de l'Environnement, les gens protestent parce qu'ils disent que c'est leur terre, hein, et qu'ils font ce qu'ils veulent sur leur terre. Et il y a eu une réaction forte du gouvernement qui a voulu vraiment amender les gens qui déboisaient. Et en fait, la nuit de ce qui est suivante, il y a eu 500 incendies ici de feu que les gens avaient mis pour protester. Et après, le gouvernement a renoncé à mettre les amendes et tout ça. En fait, il y a des réactions très très fortes chaque fois. C'est sur cette note un peu moins joyeuse mais ô combien importante que se termine mon congé solidaire en Équateur. 15 jours. 15 jours durant lesquels j'ai été plongé dans une nouvelle culture à l'autre bout du monde. 15 jours où j'ai eu la chance de côtoyer des personnes incroyables, profondément animées par l'envie d'un monde plus vert. 15 jours à la découverte de paysages insoupçonnés, tous plus incroyables et grandioses les uns que les autres. Cette expérience, j'ai essayé de vous la raconter de la manière la plus fidèle possible, mais comme toute autre belle chose, il faut la vivre pour la voir. Par cette vidéo, je souhaitais remercier mon entreprise BPI France et l'association Planète Urgence d'avoir permis de rendre cette mission de congé solidaire possible. Un grand merci à l'association Los Yaltes et à la communauté de San Clemente pour leur accueil et pour la patience face à mon espagnol plutôt approximatif. Et enfin, un merci tout particulier à Philippe, Patricio, Gustavo, Yasmine, Daniela et Giovanni pour ces beaux moments partagés ensemble.